Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve ici pour un format un peu particulier. On est ici pour faire un podcast filmé, c'est la première fois. Et pour cette première, on accueille Romain Blanchard, qui est un membre de l'association des concerts populaires. Donc je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour, Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots d'abord votre parcours professionnel. Oui, alors je m'appelle Romain Blanchard, je suis avocat et je suis tombé dans le bain de la musique et notamment de la musique classique très tôt, très jeune. Et quand je suis arrivé dans le cadre de ma vie professionnelle à Angers, très naturellement, j'ai souhaité m'investir dans l'association autour de la musique classique et j'ai découvert la Société des concerts populaires. Et c'est dans ce cadre-là que je vais intervenir aujourd'hui en tant que vice-président de la Société des concerts populaires d'Angers. Ok. Voilà. Et par rapport à votre vie professionnelle, qu'est-ce que vous faites en dehors de cette association? Alors moi, je suis avocat en droit immobilier. Je suis spécialiste en droit immobilier, en droit de la construction. Voilà. Ok. Votre passion pour cette musique classique, elle provient d'où finalement? Oh, ça remonte à l'enfance. En fait, Hmm. j'ai grandi dans une famille où mon père faisait du piano et il était également passionné de musique classique. Et ma mère aussi écoute beaucoup de musique. Et donc, j'ai attrapé le virus tout petit, un peu comme Obélix. Voilà. Et puis, bah, une fois qu'on est passionné par ça reste à vie, en Ça fait, reste hein. à vie, oui. Est-ce que vous jouez, vous, des instruments de musique? Alors malheureusement, c'est Non. un des rares regrets que j'ai dans ma vie. Je ne suis pas musicien, je suis juste mélomane. Mais ça me prend déjà beaucoup de temps, donc c'est parfait. Ok. On va jouer à un petit jeu entre nous. Je vous propose deux choix et vous pouvez en choisir qu'un. Ok. Mhm. Entre écouter de la musique classique ou en composer, qu'est-ce que vous préférez? Bon, du coup, vous n'êtes pas musicien, mais Non, mais écoutez indubitablement. ouais. Mozart ou Beethoven? Euh, Question difficile. Euh, Probablement Beethoven. Instrument à cordes ou instrument à vent? À cordes. À cordes? Un petit Mhm. doute, mais Ouais, ouais. à cordes quand Bah même. oui, parce que c'est tellement merveilleux. On peut avoir des musiques tellement formidables avec les deux types d'instruments. Concert classique ou concert populaire? Les deux. Les deux. Moi, pour le coup, je ne trancherai pas. Ok. Revenons justement sur ce dernier point. Votre association propose d'assister à des concerts populaires à des prix réduits, notamment Mhm. pour les jeunes. En quoi est-ce si important que ça d'attirer un public beaucoup plus jeune? Eh bien, en fait, la Société des concerts populaires, qui est une vieille dame, parce que c'est la Société des concerts populaires la plus ancienne en activité en France, Ok. elle date de la fin du 19e siècle, et elle a été dès l'origine conçue comme ayant une vocation populaire, c'est-à-dire d'offrir des spectacles de musique classique de très grande qualité au maximum de population et à tous les tarifs. Donc effectivement, on va des tarifs les plus élevés qui restent des tarifs assez modérés. Pour les meilleures places, on est, je crois, sur les concerts de prestige, vraiment, on est aux alentours de 40 euros. Ok. Et on fait venir des artistes connus mondialement et qui vont jouer dans les plus grandes salles à New York, à Paris, à 100, 120, 150 euros. Et nous, on les propose à 40 euros. Donc il y a une vraie vocation populaire. Et on a des places à des tarifs très abordables. Je pense notamment aux plus démunis, aux personnes qui ont les moins de revenus, aux jeunes, aux moins de 25 ans, qui peuvent avoir des places jusqu'à 3 euros qui viennent chercher le soir du concert. Et jusqu'à 3 euros, on va avoir des places où on va être parfaitement bien placé, où on va profiter du concert dans des conditions optimales. Hmm. Donc il y a vraiment une volonté politique d'inscrire la musique et d'offrir la musique à tout le monde, au plus grand nombre, dans des conditions d'accessibilité très importantes. Ouais. Et tout ça dans un lieu magnifique qui est le Grand Théâtre d'Angers. Et à nouveau, là, il faut remercier la ville d'Angers et puis Jean-Jacques Garnier, qui est le directeur du Grand Théâtre d'Angers, qui fait un travail formidable. Et dernier point, ça y est, je perds le fil de mon idée. C'était ça. Et oui, et le Grand Théâtre, on est dans un écrin fabuleux parce qu'on a on a une qualité d'écoute et un lieu qui est vraiment exceptionnel. Oui, ça c'est sûr. Et est-ce que vous pensez qu'avec cette offre-là, il y aura plus de jeunes? Est-ce que vous avez déjà des jeunes qui viennent? Et si non, que faire de plus pour les attirer? Alors, on a une population jeune qui vient, un peu par le biais, notamment de l'Université catholique de l'Ouest, parce qu'il y a des classes de musicologie. Oui.
qui viennent aussi par le biais du conservatoire, qui viennent aussi par des parents mélomanes qui emmènent leurs enfants. Après, c'est vrai que dans l'idéal, nous, on aimerait pouvoir faire venir plus de monde, plus de jeunes, parce que c'est aussi vers eux qu'on se destine. Là, j'allais dire, c'est presque plus une problématique de communication, d'avoir les canaux de communication qui permettent de toucher ces populations-là. Là, c'est un peu plus, j'allais dire, c'est des choses qui sont en réflexion chez nous pour réussir à les amener au concert. Oui. Est-ce que vous pensez, une question peut-être un peu bête, mais est-ce que vous pensez qu'on peut être fan de rap et être fan de musique classique? Oh bah, il n'y a rien d'incompatible. Moi, j'écoute toutes les musiques qui vont de la musique médiévale jusqu'à Eminem de temps en temps et je m'en sors très bien. Il y a pas de, il y a- les choses les choses ne se divisent pas. On peut aimer plein de choses qui sont très différentes et ça pose aucun souci. On Mm. peut aimer des littératures un peu légères et en même temps lire aussi du Balzac. Il y a pas et c'est pareil pour la musique. On peut aimer, enfin moi j'adore David Bowie, j'écoute énormément Bowie ou les Strokes ou des musiques de pop, de rock Mm. ou du rap et ça m'empêche pas de passer un temps à écouter. Hier soir j'écoutais le Messie de Handel. Et en même temps, effectivement, je peux écouter Heroes de David Bowie. Il n'y a pas d'antagonisme. Tout est possible. Ouais, Pour revenir, pour faire un peu d'histoire, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de l'association On va quand même se concentrer sur Angers, celle ouais. d'Angers. Bien sûr. Alors, la Société des concerts populaires d'Angers, je disais, plus vieille société des concerts populaires actuellement en activité en France, animait à l'origine vraiment la totalité de la vie musicale à Angers. Donc, ça veut dire que la Société des concerts populaires animait la saison de musique orchestrale avec un orchestre, la saison de musique de chambre, que l'on fait toujours depuis des années, et également l'opéra. Ok. Donc il y avait tout ce panel-là de musique. Aujourd'hui, les choses ont évolué à Angers, puisque la Société des concerts populaires, en fait, a arrêté sa branche orchestrale, en fait, qui est devenue, l'orchestre de la Société des concerts populaires est devenu l'OPPL dans les années 50, 1950, qui est ensuite devenu l'ONPL qu'on connaît aujourd'hui et qui organise les concerts, la saison de musique orchestrale, tant à Nantes qu'à Angers. Donc ça, c'est la première branche. La deuxième branche, la musique opératique, les opéras, donc qui est gérée entre le syndicat mixte Angers-Nantes Opéra Oui. et qui fait la saison de musique, donc de musique d'opéra, qui ne concerne plus la Société des concerts populaires. Et aujourd'hui, la Société des concerts populaires, donc depuis un certain nombre de décennies, gère toute la saison de musique de chambre, tous les ans, au Grand Théâtre. Et parfois dans d'autres lieux, puisqu'on a pu accueillir des grands artistes, comme par exemple Patricia Petitbon, qui est intervenue au Quai, où on a Ok. fait une coproduction avec le Quai. Donc ça Ok. peut nous arriver aussi de faire des concerts, on va dire, en dehors des murs habituels du Grand Théâtre. Oui. Voilà. Ok. Et vous avez aussi les mardis musicaux. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, les mardis musicaux, c'est une des 3 offres de musique classique qu'on a C'est ça. aujourd'hui. Donc effectivement, quand j'ai été un peu rapide tout à l'heure quand j'ai parlé des concerts de musique de chambre, c'est les concerts qui sont organisés au sein des mardis musicaux. Donc c'est entre guillemets, c'est l'enseigne, c'est le nom qu'on donne à ces concerts-là de musique de chambre, mais qui sont produits par la Société des concerts populaires. Et à côté de ces concerts de musique de chambre, il y a encore 2 activités de la Société des concerts populaires dont je n'ai pas parlé. La seconde, c'est la musique contemporaine, avec l'ensemble Minium 21, qui est un ensemble avec des musiciens de très haut niveau et qui vont jouer de la musique plus contemporaine, moderne. Et l'idée, c'est d'organiser des concerts, on va dire, qui prennent un peu l'auditeur par la main, parce que la musique contemporaine, ça fait un peu peur parfois. On se dit, on comprend rien, Oui. soit c'est pas mélodieux, ou on n'a pas de clé de compréhension, ça nous heurte sur le plan esthétique. Donc parfois, les concerts sont un peu organisés avec des musiques, soit qui sont connues ou un peu anciennes, et avec un cheminement dans la programmation, avec des œuvres de plus en plus contemporaines, où on va avoir du sens qui va se dessiner et où on va pouvoir se laisser porter et écouter ces concerts assez facilement. Donc ça, c'est la deuxième offre, Minium 21. Et la troisième offre de concert, c'est un festival académie qui se déroule tous les ans à Savenières, sur la commune de Savenières,
et qui fait le meilleur de l'association entre le vin et la musique, puisqu'on a à nouveau toujours cette même exigence de qualité des grands artistes internationaux, européens ou mondiaux, qui viennent et qui vont donner des masterclass, des cours à des musiciens qui viennent du monde entier, des jeunes qui apprennent, hein, qui viennent du monde entier. Et donc pendant une semaine, on va avoir une semaine de cours et de masterclass qui sont ouverts au public. Les gens peuvent venir écouter ça. Et puis, 3 soirs dans la semaine, donc jeudi, vendredi et samedi, on a des concerts qui sont donnés souvent en plein air quand le temps le permet, puisque Oui. l'idée, en fait, c'est d'inclure le concert dans les vignes ou dans les chais ou dans les domaines des vignerons. Ok. Et donc, on a un partenariat avec tous les vignerons qui sont basés à Savenière. Ils sont tous parmi nous. Et avant les concerts, on a des dégustations de vins. Donc, on a les meilleurs vins de Savenière. Puis on sait bien que ce sont des vins formidables avec la base du cépage, le chenin. Et ensuite, on a les concerts qui se déroulent comme ça en plein air. Et ça se fait dans une ambiance très, très décontractée, très agréable. Et c'est vraiment des moments très, très simples et de grande qualité, de grande convivialité. Ok. Comment vous faites pour attirer des grands compositeurs, auteurs comme ça? Comment vous y prenez? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on a 2 personnes qui sont à la programmation chez nous dans la Société des concerts populaires. On a Janine Fumet et puis Antoine Landowski, qui sont 2 personnes qui, depuis des années, travaillent sur la programmation. Janine Fumet, ça fait des décennies qu'elle est dans l'association et elle a une connaissance des musiciens et des agents qui lui permet de faire venir des personnes absolument formidables. Et Antoine Landowski, qui, lui, dirige également la saison de musique de classique de la Seine-Saint-Denis et qui est également un musicien professionnel, professeur au conservatoire, violoncelliste du trio Chausson, qui est une personnalité formidable et beaucoup de talent au plan musical. Et en plus, c'est effectivement quelqu'un qui, du coup, a une vraie connaissance de tous ses confrères musiciens et il est à même de faire venir les meilleurs et de permettre une programmation de très grande qualité. Et donc, c'est dans ce contexte-là, par exemple, qu'on a pu avoir l'an dernier Vikingur Olafsson, qui est un pianiste islandais, qui est extrêmement connu, mondialement connu, qui a sorti l'an dernier un exemplaire des Variations Goldberg, enfin un enregistrement, pardon, des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, qui a été désigné par le New York Times meilleur album de l'année, C'est pas en rien. musique classique, exactement. Et ce musicien-là a fait une tournée mondiale et dans ses toutes premières dates, il s'est arrêté chez nous à Angers. Et pour une somme au plus fort de la place, de l'ordre de 40 ou 42 euros, on pouvait écouter Vikingur Olafsson, qu'on s'arrachait à prix d'or à Berlin, à Paris, à New York, au Japon, à Osaka. Enfin bon, voilà. Et il est venu à Angers. On a pu le faire venir à Angers. Mm. Et là, cette année, on va avoir le 15 avril Alexandra Dovgan, qui est une pianiste russe jeune, qui a 17 ans, qui a déjà remporté un nombre de prix prestigieux incroyable. Et elle est soutenue par un très, très grand pianiste aussi qui s'appelle Grigory Sokolov, qui est un des 5-10 plus grands pianistes en vie actuellement et qui n'arrête pas de l'encenser. Et ben, cette jeune femme-là aussi, elle vient jouer à Angers. Et le 15 avril, vous pourrez avoir le plaisir de venir l'écouter. Voilà. Ok. Comment vous faites pour attirer des grands noms comme ça et en proposant des prix relativement Ouais. stables pour nous, quoi, enfin, cohérents? Ouais. C'est un vrai choix fort en fait de votre association. Alors, c'est un choix fort et c'est vraiment l'ADN de la société. Le P de populaire, on y tient beaucoup. Oui. Ça doit vraiment être une proposition musicale qui est ouverte à tout le monde. Et par contre, vous avez raison de souligner que c'est un challenge qui est particulièrement difficile parce que les musiciens et évidemment les grands musiciens ont un coût. Ils ont beaucoup de talent. Le talent, ça se monnaie. Et là, il y a une martingale qui n'est pas facile à trouver parce que on travaille sur 2 fronts. À la fois, on travaille sur un front qui va être la négociation des contrats avec les agents.
Et là, j'allais dire, c'est de la négociation pure de contrat. Ouais. Donc, il faut tenir bon, il faut essayer de jouer sur les prix, il faut essayer parfois de mutualiser des déplacements. Quand on a un artiste qui va être en concert à Paris et puis le lendemain à Bordeaux, enfin le surlendemain à Bordeaux ou à Nantes, eh ben, on va essayer de négocier un petit arrêt à Angers pour pouvoir diminuer le coût des frais, les frais de déplacement. Donc ça c'est le premier volet. Et puis le deuxième volet, euh, on a la chance, parce que justement cette Société des concerts populaires existe depuis très longtemps et qu'on fait venir de très grands artistes depuis longtemps, d'avoir des rapports qui permettent aussi Oui, c'est ça. euh, d'avoir des artistes qui, eux, acceptent de diminuer leur prix assez volontiers. Parce qu'ils savent qu'à Angers, ils sont bien reçus, ils sont estimés, ils jouent dans des salles de grande qualité. Donc ça joue. Et puis enfin, il y a le dernier volet, c'est le volet euh, d'aide dont on va pouvoir bénéficier grâce à la ville d'Angers, qui nous soutient sur le plan économique, hein. On remerciera jamais assez la ville d'Angers parce que elle fait vraiment preuve d'un soutien indéfectible. C'est Nicolas Dufetel qui est l'adjoint à la culture Oui. et qui fait vraiment un travail remarquable avec nous. Enfin, on travaille en très bonne intelligence. Donc, on est soutenu financièrement. On a une mise à disposition du Grand Théâtre pour pouvoir organiser ces concerts. Donc ça, c'est vraiment extrêmement précieux. Et puis, on sait, tout le monde sait qu'on vit dans des périodes de tension budgétaire Oui. croissante. Et donc, l'argent public n'est pas extensible. Et donc, on va aussi rechercher des mécènes privés, euh, que ce soit vous, moi ou des entreprises. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, on est une société, une association qui bénéficie d'avantages fiscaux, c'est-à-dire que si vous faites un don à l'association, vous allez avoir une défiscalisation à hauteur de 66% du don, Ok. d'un côté. Et en plus, l'association pourra aussi vous offrir une contrepartie avec quelques places gratuites en fonction du montant de votre don. Et c'est vrai que parfois, pour un don de 100 ou de 200 euros, en réalité, entre le bénéfice que vous allez en retirer sur votre impôt sur le revenu d'un côté et puis les places que vous allez avoir gratuitement de l'autre, en réalité, votre don, il vous coûte, c'est presque résiduel, Oui. le coût du don. Mais c'est des pistes vraiment très fortes sur lesquelles on est en recherche pour pouvoir améliorer l'économie de la Société des concerts populaires, pour pouvoir continuer à maintenir surtout le niveau de qualité des intervenants. Ok. Est-ce que vous avez été impacté justement par ces coupes budgétaires faites par la région? Alors, on a eu de la chance, c'est qu'on n'a jamais beaucoup dépendu de la région sur le plan des aides. Donc, on n'a jamais vraiment reçu d'aide de la région. Ce que l'on craint, en fait, c'est plutôt un effet boomerang, Oui. c'est-à-dire que toutes les associations qui perdent tous les crédits qu'ils avaient de la région vont se retourner vers les acteurs plus locaux, le département, la ville. Et nous, par contre, on dépend du département et de la ville. Et ce que l'on craint, c'est qu'il y ait un effet boomerang avec une dilution des aides qu'on avait avant du département et de la ville vers d'autres personnes. Mais voilà, on attend, donc j'allais dire, on attend de voir, puisque là, la nouvelle, le coup de tonnerre de Madame Morancet, il date de la fin de l'année dernière. Donc on Oui. va voir ce qui va se passer l'année prochaine, en fait. Mm. Et d'un point de vue personnel, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, bah, je trouve que sur la forme, les choses ont été faites de façon brutale et rapide, Mm. sans prévenir. Et donc, je pense notamment à des associations comme Premier Plan, où on a appris un peu, enfin, ils ont appris un peu du jour au lendemain Oui. qu'ils allaient se faire sucrer un nombre de crédits très, très important. Il y a effectivement des associations qui ont appris de façon extrêmement brutale une perte de subvention sans avoir été prévenu. Et c'est impossible, quand on a déjà ficelé, bouclé un budget, de prendre des décisions comme ça, enfin, de subir des décisions comme ça aussi brutales. Donc sur la forme, je trouve que c'est pas très heureux. Et puis sur le fond, ce qui me gêne le plus, alors effectivement, après on parle de 100 millions qui ont été coupés. Ce qui me gêne le plus, c'est que on imagine que la culture est un coût, que la culture, c'est de l'argent qui est produit en pure perte. Alors qu'en réalité, on sait
et il y a eu de nombreuses études qui montrent que l'activité économique globale générée par la culture en France, qui est vraiment, s'il y a un pays de culture, c'est bien la France, Mm. que l'activité économique générée par la culture était supérieure en termes de retombées économiques, par exemple, à l'activité automobile. Donc, on sait aujourd'hui que les personnes se déplacent, voyagent, consomment, vont dans les restaurants, utilisent leur véhicule, prennent le train, le bus pour aller à tel endroit, assister à tel concert ou aller dans tel musée. Et donc, de dire, de tenir le propos que la culture, c'est un coût et qu'il faut réduire les coûts, c'est, à mon avis, une mauvaise réponse à une question qui est mal posée. Oui. Voilà. Donc, je Ok. pense que c'est un peu la double peine, Même, pour vous dire le fond de ma pensée. ouais. Mais même par rapport aux liens sociaux, en fait, enfin, aux liens Ah sociaux, bah du coup, il y a les rôles des associations sont aussi pour faire rencontrer les personnes et tout ça. Sans cette aide-là, sans cette association, on risque de perdre ça, en fait. absolument, absolument. La culture, c'est d'abord un moteur formidable de création de liens sociaux, Oui. de vivre ensemble, de se retrouver autour d'événements qui nous fédèrent, qui nous sortent de notre quotidien, qui nous emmènent vers le beau, vers une forme de spiritualité, on peut dire, quand on écoute de la musique, quand on est emporté par la musique, quand on est emporté par un beau tableau, quand on est à une fête populaire. Je pense aux accroche-cœurs où on va tous se croiser, tous milieux sociaux confondus, toute couleur de peau, toute origine, et tout ça dans un moment extrêmement joyeux de partage, d'échange. Je veux dire, c'est pour ça qu'on vit. Oui. C'est pour ça qu'on vit. C'est pour avoir ces moments-là. Et il est certain qu'il n'y a que la culture aujourd'hui qui peut offrir, euh, surtout dans une période où tout se polarise, où tous les gens sont clivés, où les gens sont chacun dans leur petit coin. Ce sont ces moments-là qui permettent de réunir les gens et de faire société, Oui. à mon sens. Voilà. Une question que je pose à tous mes invités, est-ce que Mhm. vous avez une définition de la culture? C'est pas simple comme question. Non, non, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Je pense que effectivement, si on veut trouver un fil d'Ariane au mot culture, c'est sans doute à la fois le lien entre les gens dans un rapport au beau, Ok. je Oui, dirais. pas mal. Voilà, quelque chose comme ça. Ok. Et est-ce qu'on en a besoin quotidiennement? Ben, on peut vivre sans, mais c'est pas une vie heureuse, à mon avis. Vivre sans culture, c'est Churchill qui disait ça très bien pendant la Seconde Guerre mondiale à propos d'une pièce qu'on voulait, que les journalistes voulaient arrêter en disant: c'est une pièce qui est très triste, qui est très dure, il faut pas montrer ça. Et Churchill disait: mais si on se bat pas pour la culture, pourquoi se bat-on? Hmm. Voilà, c'est ça. Il faut pas être dans un rapport élitiste à la culture. Oui. Il y a des cultures qui sont tout à fait populaires et je veux dire, dès lors que on est dans une démarche culturelle, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir et c'est de toute façon quelque chose qui va créer du lien et qui va sortir tout un chacun de son quotidien et l'emmener vers un épanouissement intellectuel, culturel, esthétique. Oui. Et rien que pour ça, la culture, elle mérite d'exister et elle mérite d'être aidée. Pour revenir à l'association, on a parlé de grands artistes tout à Mhm. l'heure. Est-ce que vous faites aussi venir des artistes prometteurs, des jeunes qui sont très prometteurs pour la Absolument. Alors, suite? je vous remercie beaucoup de cette question-là parce que dans les actes, dans les axes qui ont présidé à la création de la Société des concerts populaires, on avait toujours l'exigence, c'est une exigence de qualité artistique. Et les deux grands axes après de programmation de la musique, c'est soit des jeunes artistes talentueux en devenir, soit des artistes confirmés. Et ce qui fait effectivement que on fait intervenir très régulièrement des musiciens qui sont des jeunes musiciens entre 20 et 25 ans. Bon, là, Alexandra Dovgan, elle a 17 ans, hein, Oui, je le bah, disais, la pianiste russe qui va venir chez nous. On a fait intervenir, par exemple, le Quatuor Yaco,
qui est composé de 4 personnes qui sont des personnes qui ont à peine 30 ans et qui viennent de remporter un prix international. Et donc, effectivement, on a cette politique-là qui est double, euh, des jeunes talents à promouvoir, des talents confirmés, mais toujours sur le même canevas, c'est-à-dire une qualité artistique Oui, vraiment de très haut niveau. ok. Ça, c'est vraiment important pour Ah vous. bah bien sûr, on peut pas transiger sur la qualité parce que euh, de toute façon, ça détournerait les spectateurs et les auditeurs de nos concerts. Pas faux. Quand on peut faire les choses bien, tout en maintenant les tarifs qu'on arrive à avoir, je veux dire, pourquoi se priver d'avoir des gens de grande qualité? Oui. Ce serait une erreur. Quels sont les futurs événements, les futurs concerts? Alors, donc le 25 mars, on va avoir un très bel ensemble qui s'appelle Appassionato, qui va venir sous la direction de Mathieu Herzog, qui est musicien et chef d'orchestre, interpréter un programme autour de Ravel et d'un nocturne de Schubert également. Donc ça, c'est notre prochain concert, le 25 mars. Je vous en ai parlé tout à l'heure, Alexandra Dovgan, le 15 avril. Alors là, ça va être un concert absolument formidable. C'est vraiment... il ne faut pas manquer ça. Sur un programme Beethoven et Prokofiev, où là, on va avoir des très, très, très belles, des très beaux moments musicaux. On aura aussi une œuvre de Schumann, une œuvre de César Franck qui seront jouées. Et puis, enfin, le dernier concert de l'année, ce sera les hanches hantées. Alors, c'est un jeu de mots sur les hanches, non pas la partie du corps qui permet de tenir la colonne vertébrale, mais sur les hanches des instruments à vent. Ok. Et donc, c'est un ensemble de clarinettes qui viendra jouer le 30 avril. Ça aussi, ça va être un très beau voyage musical. Et enfin, le prochain... les prochains concerts, ce seront les concerts qu'on a dans notre festival de musique dans les vignes, donc qui se déroulera à Savenière du 22 au 29 juillet prochain. Je peux que vous inviter d'ailleurs à aller sur le site des mardismusicaux.fr qui est très bien fait et qui rappelle tous ces concerts-là. De toute façon, Mais- je mettrai le lien du site en Ah ben, description. c'est Comme parfait. ça, les gens pourront y aller. Merci beaucoup. Pas de Merci souci. beaucoup. Voilà ce que je peux vous dire sur nos prochains événements. Et sur sur l'association elle-même, quelle est l'ambition? De rester comme vous êtes, de maintenir justement Alors, qualité. l'association, elle est toujours par principe en mouvement parce que c'est comme quand on marche, hein, on est obligé d'avancer, sinon on tombe. Donc là, l'idée, c'est de toujours essayer de se tourner vers le jeune public, de pouvoir faire venir de plus en plus de monde et de faire découvrir ces concerts-là, parce que je pense qu'il y a encore euh, toute une partie de la population qui n'a pas connaissance des concerts des mardis musicaux, ou alors qui ne vient pas en se disant mais les concerts de musique classique, c'est un petit peu guindé, c'est compliqué, on ne Oui. sait pas quand applaudir ou pas applaudir. Et alors, ça a été un vrai sujet, ça a été un vrai problème pendant des années, euh, parce que les gens, effectivement, appréhendaient le concert de musique classique en se disant c'est un peu cérébral, c'est un peu un télo. Et en fait, pas du tout. Alors, d'une part, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que nous, on fait un vrai travail avec les musiciens aussi autour de ça. Euh, il faut savoir que les musiciens sont très preneurs de l'enthousiasme des auditeurs, des applaudissements, et que il n'y a pas comme ça pouvait être le cas avant de, de, de mauvais moments pour applaudir. Parfois, on disait que sur un même morceau, quand le morceau était découpé en deux, trois phases, et il fallait pas applaudir entre les morceaux. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Si on a envie d'applaudir parce qu'on est heureux, parce qu'on a passé un beau moment et qu'on a trouvé que le morceau était superbe, on peut applaudir. Et je veux dire, il n'y a pas de difficulté. Les musiciens s'en offusquent pas du tout. D'ailleurs, si on remonte un petit peu dans l'histoire, pendant toute la période classique, par exemple, ou chez Mozart, les gens, ils allaient à l'opéra, parfois avec des tomates, et quand ils n'étaient pas contents, ils balançaient des tomates sur les musiciens. Et à l'inverse, quand ils étaient contents, ils applaudissaient en plein milieu du morceau. Pendant que les musiciens jouaient, ils applaudissaient, Oui. et parfois, ils faisaient même bisser
sur certains airs d'opéra, quand la cantatrice faisait un air extraordinaire, ils applaudissaient pour que la cantatrice reprenne son air et faisait un bis en plein pendant son morceau. Oui. Et donc, c'est vraiment dire que ces espèces de codes sociaux d'applaudir, pas applaudir, se taire, ceci, cela, ce sont des choses qui sont en fait assez récentes et c'est une, j'allais dire, pour moi, c'est une forme de snobisme qui est pas qui est pas très intéressante. Et donc, nous, à la Société des concerts populaires, on en discute pas mal avec les musiciens et qui sont très ouverts là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pareil, dans la façon de présenter les concerts, les musiciens, très souvent, maintenant, donnent des clés d'écoute en disant, bah, Ok. voilà le morceau qu'on va écouter. Le compositeur, il était dans tel état d'esprit quand il a écrit, ça a tel sens, ça veut dire ça. Et en fait, on se rend compte qu'en 40 secondes, 1 minute de présentation du morceau, même si c'est un morceau qu'on ne connaît pas du tout, Mhm. eh ben, l'écoute, elle va être extrêmement simple parce qu'on va tout de suite comprendre l'intention du compositeur quand il a écrit. Ok. Et donc, c'est vrai que les discours un petit peu que pouvaient avoir certaines personnes qui voulaient pas venir au concert de musique classique en disant ah j'aimerais bien mais bon j'ai un peu peur. Eh ben, en fait ces discours-là tombent et toutes les personnes qui sont venues au concert, il y en a pas une qui soit ressortie en disant je me suis ennuyé ou j'ai rien compris. Après on peut dire ah, c'est pas les musiques que j'écoute tous les jours, mais Oui, par contre, c'est beau, bien ça sûr. m'intéresse, j'ai passé un bon moment. Et en fait, c'est ça qui est enrichissant. C'est qu'on découvre des choses et puis il y a un échange, il y a Oui. une facilité d'échanger avec les, alors soit avec les artistes quand ils viennent pour signer des dédicaces à la fin des concerts, soit avec les autres auditeurs. Très souvent, on échange les uns avec les autres pour discuter du concert. Ouais, donc c'est aussi ça en fait la musique classique, c'est de réussir, parce que c'est pas toujours simple, c'est de Mhm. réussir à se laisser emporter en fait. Ah bah bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que je parlais du beau tout à l'heure. Mhm. Et c'est vraiment dans cette idée-là de passer un moment où on va avoir un accès à quelque chose de très beau, de très bien exécuté, et dans des conditions où on va créer du lien social, où on va pouvoir échanger les uns avec les autres, et on n'est pas chacun dans notre tour d'ivoire, en fait. Mhm. Donc c'est l'image du concert de musique classique un peu snob à l'ancienne, c'est pas du tout ce qui se passe chez nous, en tout cas. Ok. Je vais vous poser une question que m'ont posé les internautes. Mhm. Comment vous faites pour allier votre vie professionnelle et l'association? Eh bien, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Alors, moi, je suis pas du tout la personne, faut avoir l'humilité de le dire, je suis pas du tout la personne la plus investie dans l'association parce que, précisément, moi, je suis encore relativement jeune, j'ai 46 ans et j'ai une vie professionnelle qui est riche et Hmm. avec des journées qui sont longues. Euh, donc, principalement dans l'association, on a des personnes qui ont plutôt 50, 60 ans ou qui sont des jeunes retraités et donc ont beaucoup plus de temps matériel à investir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des raisons aussi pour lesquelles on arrive à maintenir ces niveaux de tarifs abordables, c'est qu'on est une association exclusivement composée de bénévoles. Ok, Il y a personne n'est rémunéré. pas de salarié. Et donc c'est beaucoup de temps, en fait, Hmm. effectivement. Mais on a de la chance d'avoir des gens qui sont extrêmement motivés dans l'association et qui ne comptent pas leur temps et qui passent beaucoup de temps effectivement à permettre un fonctionnement optimal de l'association. Ok. Autre question. Si je dois commencer, enfin, si je veux écouter de la musique classique, Mhm. par quelle musique je dois commencer? Il n'y a pas de règle. Je pense que le bon moyen, c'est de passer par un musicien, un compositeur où ça fonctionne. Ouais. Alors chez certains, ils vont écouter du Bach, ça va marcher, ça va être leur clé d'entrée dans la musique. D'autres, ils vont écouter peut-être, je sais pas, du Philippe Glass, qui est un contemporain, un musicien qui est américain, qui a initié le mouvement de la musique minimaliste dans les années 1950, qui est toujours vivant aujourd'hui. Ok. Il y en a qui préféreront passer par Mozart, d'autres par je sais pas quelle musique, par Chopin, par Schumann. Il y a pas vraiment de il y a pas, pour moi, il y a pas de règle en fait. Ok. Faut d'abord que ce soit un plaisir en fait. Hmm. Faut surtout pas que la chose soit une contrainte, parce que comme toutes les contraintes, on les laisse tomber. Par contre, de la même façon qu'on peut être
qu'on peut préférer la pop anglaise ou le rap américain. Et ben là, c'est pareil pour la musique classique. Et puis, une fois qu'on a commencé à creuser quelque chose autour d'un musicien qu'on connaît bien, Jean-Sébastien Bach, on va commencer à s'intéresser un peu à la musique baroque. Donc, on va aller creuser, peut-être un peu chez Handel, peut-être un petit peu chez les Italiens, chez Vivaldi, peut-être. Et c'est comme ça qu'en fait, on va commencer à se créer une culture musicale avec des goûts, et puis qu'on va aller, plus on va avoir de connaissances de la musique, plus on va avoir envie d'aller découvrir de nouvelles choses. Et donc, c'est comme ça qu'on va élargir le terrain de jeu. Oui. Voilà. Ok. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire pour conclure? Venez écouter les concerts. C'est surtout ça, en fait. Ce que j'ai envie de dire, c'est que surtout que là, on interpelle un public qui est plutôt un public jeune, donc qui peut venir avec des tarifs qui sont très modérés. Venez passer une soirée incroyable. C'est vraiment un moment, c'est une découverte, c'est une expérience, en fait. Venez dans ce petit théâtre italien Napoléon III, qui est extraordinaire, avec une acoustique extraordinaire. Oui, c'est vrai. Écoutez un concert pour 3 €, vous aurez une expérience qui est incroyable. Donc venez, j'allais dire, ça coûte rien de venir faire cette expérience-là. Ok. Voilà mon dernier mot. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je C'est vous en très prie, gentil. merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouveau podcast. Donc voilà, c'était un nouveau format. C'était la première fois qu'on faisait un podcast vidéo filmé comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il faut qu'on en fasse d'autres ou pas. En tout cas, c'est un exercice très intéressant et je vous donne rendez-vous pour la suite qui arrive très prochainement. Merci beaucoup.